janvier 2018, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, abordait la question du jugement des Français djihadistes capturés en Syrie et en Irak, en indiquant que si, dans la partie kurde de la Syrie, dans le Kurdistan syrien, il y a des institutions judiciaires qui sont en capacité d'assurer un procès équitable avec des droits de la défense assurés, elles seront jugées là-bas. Quel que soit le crime qui ait été commis, même le plus abject, il faut que la défense puisse être assurée pour des ressortissants français à l'étranger. Il faut en avoir l'assurance. Le gouvernement semble parler d'une seule voix à ce sujet. On peut ainsi citer les propos fin 2017 de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, concernant les Français en Irak. Ceux qui ont combattu sont des ennemis, ils ont combattu la France. C'est aux autorités judiciaires irakiennes de traiter la situation des hommes et des femmes combattants. Florence Parly, ministre des Armées, a néanmoins précisé que lorsqu'il y a des enfants, le traitement intervient au cas par cas. Ainsi, alors que l'État islamique recule en Syrie et en Irak pour n'être aujourd'hui qu'une part marginale des territoires de la zone, se pose la question du traitement des Français sur place. Hommes, femmes et enfants accusés de fondamentalisme extrémiste et pour certains d'exactions terroristes. Comment envisager alors le jugement et la prise en charge des Français partis faire le djihad en Syrie et en Irak ? Nous avons rencontré plusieurs interlocuteurs pour discuter de la question du jugement, mais aussi pour connaître mieux les modalités de retour et de réintégration. Guillaume Lagan est maître de conférences en relations internationales à Sciences Po Paris et a abordé la question de la compétence de la France lors d'exactions de Français à l'étranger, en s'appuyant sur les précédents qu'avait pu connaître la France à ce sujet. Des Français qui sont allés combattre à l'étranger sans que le gouvernement français l'accepte, il y a à mon avis deux précédents qu'on peut citer. Le premier en volume, c'est le plus important, c'est celui de la guerre d'Espagne. Vous avez 25 000 Français qui sont partis combattre pour les brigades internationales aux côtés des Républicains et quelques centaines ou quelques milliers de Français qui sont allés combattre aux côtés des franquistes. Donc ça, c'était déjà désavoué, enfin ils étaient désavoués par le gouvernement de l'époque, ils ne voulaient pas s'impliquer dans le conflit. Et pour ceux qui sont revenus, en particulier les Républicains, les conséquences ont souvent été désagréables puisqu'ils ont été internés, comme beaucoup de réfugiés espagnols, et pour certains d'entre eux même déportés pendant l'occupation allemande. Le second exemple qui vient à l'esprit, c'est celui des Français partis combattre dans des mouvements d'insurrection en Amérique latine, par exemple. Je pense à Régis Debray, aux côtés des forces marxistes qui voulaient renverser les régimes de l'époque. Là aussi, ils étaient désavoués par le gouvernement, et là aussi, la question de leur retour s'est posée. Dans la situation des 1400 Français à peu près qui sont partis combattre aux côtés de l'État islamique, il y en a environ 700 qui sont encore vivants. Comme ils ont commis en fait comme ils ont perpétré leurs actes sur le territoire des deux États que vous avez cités, c'est-à-dire l'Irak et la Syrie, là en l'occurrence la compétence territoriale de ces deux États devrait s'appliquer. Alors la position officielle de la France est de dire que dans le cas de l'Irak, il n'y a pas de difficulté, puisque c'est un État reconnu, et en revanche que la question se pose pour la Syrie, puisque nous n'avons plus de relations diplomatiques avec le gouvernement de Bachar el-Assad, et que les prisonniers qui ont été faits par les forces kurdes, le Kurdistan n'est pas reconnu en tant que tel comme État. Donc la question de sa compétence territoriale, du point de vue du droit international, est plus problématique. Cet article en fait est dirigé contre les Français qui auraient commis des actes terroristes sur le sol français. Il a déjà été utilisé contre des personnes qu'on avait arrêtées avant même qu'elles partent pour le théâtre syrien et irakien. Mais là, dans le cas dont on parle, il faudrait imaginer cet article soit utilisé contre des personnes qui seraient rapatriées. Or, actuellement, ça n'est pas la politique de la France. La France considère que ce sont plutôt dans les États du Moyen-Orient où ces actes ont été commis que les responsables doivent être jugés. En tout cas, c'est actuellement la position du gouvernement français et qui est, si vous voulez, qui est aussi inspirée par l'opinion publique, qui est très majoritairement hostile à un retour de ces djihadistes. Je dirais que d'un point de vue pratique, on comprend bien que la situation d'une mère de famille qui a suivi son conjoint et qui a participé indirectement aux actions de l'État islamique, elle est un peu à disjoindre de celle de son mari, s'il a eu une fonction combattante ou directement impliqué dans les combats. Mais d'un autre côté, les avocats de ces personnes pourraient plaider justement en faveur d'une égalité de traitement et dire, puisqu'on l'a appliqué à la femme, pourquoi ne pas l'appliquer au mari ?
Bon, je pense que là, on est un peu sur un terrain qui est assez nouveau et qui est difficile enfin, qui va être à mon avis défriché au cas par cas. Enfin, pas à pas, pardon. L'État français a la capacité, avec ce qu'on appelle la protection diplomatique, de donner une protection à ses ressortissants. Et donc typiquement, c'est dans ce cadre-là que lorsque certaines personnes sont arrêtées pour des actes criminels, la France demande à ce que l'État n'applique pas la peine de mort ou même rapatrie la personne lorsqu'elle a été condamnée de la prison pour qu'elle effectue sa sentence en France. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que la protection diplomatique n'est pas un droit des Français, c'est une compétence de l'État souveraine et l'État n'a donc pas à l'appliquer. Et quand il l'applique, il peut même mal l'appliquer. Il y a une jurisprudence très, très claire du Conseil d'État là-dessus. Donc la protection diplomatique, certes, peut s'appliquer, mais l'État n'a aucune obligation de le faire. Et donc ces personnes-là ne peuvent pas s'en prévaloir, ou ne peuvent pas la demander ou même l'exiger. Alors effectivement, dans le cas particulier du Kurdistan, puisque ce n'est pas un État reconnu par la France, il n'y a pas les structures consulaires ou diplomatiques qui rendraient effectivement l'usage de cette protection diplomatique possible. Enfin, ça, à la limite, c'est un obstacle qui est matériel. On pourrait imaginer d'envoyer une force extérieure ou d'envoyer des diplomates. Voilà, c'est plus une question de volonté politique que d'obligation juridique ou de capacité matérielle. Monsieur Alain Rodier, ancien officier supérieur des services de renseignement extérieur, aujourd'hui directeur de recherche au sein du Centre français de recherche sur le renseignement, est chargé de l'étude du terrorisme et de la criminalité organisée. Il a abordé pour nous les conditions de jugement en Syrie et en Irak. La France entretient des relations diplomatiques tout à fait normales avec l'Irak. Donc ce sont les règles internationales qui s'appliquent. D'abord, la justice irakienne est donc compétente pour tous les faits délictueux qui ont été commis sur son territoire, et c'est pour ça qu'elle est en droit de juger les ressortissants des autres pays, donc français, pour des actes de terrorisme, par exemple. Il est vrai qu'en Irak, il y a la peine de mort, et nous, en France, on a aboli cette peine depuis 1981. On demande aux pays où il existe la peine de mort qu'elle ne soit pas appliquée aux citoyens français, et d'ailleurs aux autres citoyens dans leur grande globalité. Mais diplomatiquement parlant et politiquement parlant, nous n'avons aucun moyen de pression sur l'Irak, en dehors de prendre des mesures coercitives. Je prends un exemple, on pourrait retirer notre aide militaire, on pourrait retirer une aide économique que l'on donne à l'Irak, mais sinon, le droit international n'oblige pas l'Irak à obéir aux injonctions de Paris. Au Kurdistan syrien, la situation est différente de l'Irak, puisque le Kurdistan syrien n'existe pas légalement. Donc, théoriquement, ils ne peuvent pas légalement juger des ressortissants français ou étrangers pour des actions commises au Kurdistan. Mais bon, ils ont mis en place un système de justice donc, qui fonctionne bon an mal an. Là, nous n'avons pas de relation politique avec un gouvernement légal, donc nous ne pouvons pas faire de réclamation auprès du commandement du Kurdistan, qui là également peut décider, sans l'aval de la France, de faire ce qu'il veut avec ses prisonniers. Mais la différence avec l'Irak, c'est qu'en Irak, on craint pour eux des peines très lourdes, voire la peine de mort, alors qu'au Kurdistan, on craint plutôt qu'ils les libèrent et qu'ils les rendent à l'État islamique. Donc, et que ensuite, ces personnes libérées reviennent en Europe, voire en France, pour commettre des actes terroristes. Donc, le problème est tout à fait différent. Nous avons les mêmes moyens de pression, je dirais presque, au Kurdistan syrien, dans la mesure où nous aidons cette région, au moins militairement. Donc, on pourrait là également envisager de retirer notre aide militaire. Mais je pense que les Kurdes syriens, c'est pas l'aide militaire française qui est prioritaire, c'est l'aide militaire américaine.
Donc là également, notre liberté d'action reste extrêmement limitée. Il est normal que Paris fasse des déclarations d'intention, mais il est également normal que nos interlocuteurs décident eux-mêmes, parce que c'est eux qui ont le pouvoir de décider. Mais il est tout à fait logique que l'on remette en avant les droits de l'homme, hein, que le pays, nous sommes un des pays fondateurs des droits de l'homme. En conséquence de quoi, c'est tout à fait logique, mais ça ne veut pas dire que ça soit suivi des faits. Bon, je tiens aussi à rappeler que des prisonniers français, dans d'autres conditions, existent partout dans le monde. Et généralement, quand ils sont condamnés, ils purgent leur peine. Ensuite, politiquement, nous négocions un rapatriement. Ça vient de se passer avec le journaliste Nodin, qui était condamné dans l'affaire Air Cocaïne et qui, au lieu de purger sa peine sur place, a été rapatrié pour continuer à la purger en France. Bon, généralement, ils sont rapatriés sous un principe humanitaire parce qu'ils sont malades, donc on les libère généralement très rapidement. Mais en réalité, c'est parce que nous profitons de la bonne volonté du pays décideur. Il est évident que chaque cas doit être étudié individuellement, chaque cas est différent. On ne sait pas exactement combien de Français sont détenus à l'heure actuelle. On ne sait même pas si les Syriens en détiennent pas, d'ailleurs. Donc il faut prendre chaque cas pour voir ce qu'on peut faire avec eux. Mais il est vrai que pour le moment, le gouvernement français ne semble pas pressé de les rapatrier parce que bon, ça va poser énormément de problèmes, d'abord à la justice qui a déjà jugé ceux que nous avons sur notre territoire, et comme nos prisons sont de toute façon engorgées et qu'on sait très bien que ce n'est pas une solution à la déradicalisation entre guillemets, eh bien ramener ces personnes c'est peut-être très bien sur le plan humanitaire, mais sur le plan du traitement de leur cas, c'est extrêmement difficile à envisager ce que l'on peut faire. Donc je comprends aussi un petit peu les hésitations du gouvernement à ramener ces personnes sur le territoire français. Pour la seconde partie du reportage qui traite de déradicalisation et de réintégration, nous avons rencontré Madame Hasna Hussein, sociologue des médias et du genre, présidente de l'association de recherche et d'action sur le contre-discours radical violent. Elle aborde pour nous la déradicalisation des adultes. Ça reflète un tout petit peu la situation complexe de l'accompagnement des djihadistes, pour ne pas dire déradicalisation. On sait qu'il n'existe pas un profil type, donc il faut prendre en considération cette réalité-là dans le suivi et l'accompagnement. Par rapport à la question religieuse, je dirais qu'il faut s'élargir au-delà du fait religieux dans le cadre de désengagement de ces djihadistes-là, puisque on sait qu'il y en a qui sont partis juste parce qu'ils étaient intéressés par la composante matérielle du dit califat. Donc ça dépasse largement ça. La question des promesses et des illusions est très importante. Donc qu'est-ce qu'on va leur promettre, nous, en face ? C'est toute la problématique, mais finalement on sait qu'on est face à une jeunesse qui a subi des crises contemporaines, crises identitaires, crises sociales, économiques, culturelles et religieuses, et idéologiques aussi. Donc il faut prendre tout ça en considération pour élaborer un suivi qui serait, je dirais, au cas par cas, ou qui prendrait en considération plus les promesses et
les rêves que Daesh a fait miroiter à ces jeunes-là. Donc sortir un tout petit peu de cette problématique religieuse. La radicalisation en tant que telle n'est pas problématique. C'est la violence qui est problématique dans ce processus-là. Et ce qu'on sait aussi que ce n'est pas un processus irréversible, sinon ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, il y a toujours un moyen de ramener ces personnes-là à notre raison. Parce que finalement, ils ont leur propre raison à eux pour basculer. Donc c'est tout à fait possible, mais ça nécessite vraiment un suivi, un accompagnement personnalisé, puisque le recrutement est individualisé ou personnalisé, donc il faut procéder de la même manière. Et c'est pour cela que la question de la promesse revient toujours et qu'il faut identifier ce point-là à travers le dialogue et l'échange, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il faut instaurer un dialogue avec la personne et c'est comme ça qu'on va pouvoir accéder, identifier la promesse sur laquelle il a basculé ou elle a basculé, et c'est comme ça qu'on va pouvoir par la suite travailler avec des spécialistes, que ce soit le service sociaux, que ce soit des psychologues ou d'autres ou islamologues si nécessaire. La question aujourd'hui se pose par rapport à la condition de détention. Donc dans quelles conditions on va accueillir ce public-là? Est-ce qu'on va les enfermer dans les mêmes unités? C'est ce qu'on a fait avec les unités UPRA. Et ça n'a pas fonctionné puisque ça a favorisé une certaine contamination entre les différents détenus. Est-ce qu'on va les enfermer chacun de son côté? La question de la condition revient toujours. Ça n'empêche pas de dire qu'effectivement il y a eu beaucoup de cas de radicalisation de jeunes radicalisés qui ont été radicalisés lors de leur passage en prison. Donc c'est un phénomène. Le ministère de la Justice travaille beaucoup sur des programmes de prévention, des programmes de désengagement et prend en considération cette problématique-là plus au sérieux. On sait aujourd'hui que la radicalisation est un phénomène qui est très très complexe, qui nécessite la mobilisation de différentes compétences et de différentes disciplines pour pouvoir l'aborder correctement. Donc aujourd'hui, est-ce qu'en France, en général, en prison, pour ne pas dire seulement en prison, est-ce qu'on prend en considération cette nécessité-là de travailler avec des approches pluridisciplinaires? Je ne suis pas tout à fait convaincue aujourd'hui. Malheureusement, ces équipes-là n'existent pas ou existent très peu. Et de ce fait, on a toujours des problèmes par rapport à la question de la radicalisation. Et ces débats qui surgissent dans le champ médiatique et politique sont très significatifs de cette problématique-là. Je ne vais pas dresser un tableau noircissant sur la question, puisqu'il y a aussi en face pas mal d'efforts qui sont en cours, de projets, on a vu plein de circulaires, le plan d'action qui est sorti récemment, qui aborde les 60 mesures qui sont extrêmement importantes pour comprendre et pour prévenir la radicalisation. Donc il y a des efforts qui sont en cours, il faut être, je dirais, patient et on va voir ce que ça va donner par la suite. Enfin, nous avons rencontré M. Bruno Zilberg, directeur général du groupement associatif Citea pour la protection de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Il nous expose son expérience et nous donne sa réflexion sur le processus à mener lorsqu'un enfant revient de Syrie ou d'Irak. Alors, sur les enfants de zones de guerre et en particulier stricto sensu sur le conflit syrien, on a très peu d'expérience, donc on a 1 ou 2 cas qui nous arrivent aujourd'hui. Des enfants soldats ou des enfants
pris en charge ou accompagné, ayant vécu un terrain de guerre, on a plein d'expériences. On a des expériences au Rwanda, on a des expériences en Yougoslavie, etc. Mais il y a une donnée majeure que l'on n'a pas, et ça change toute la donne, c'est que, si je reprends l'exemple du Rwanda, c'était des enfants nés au Rwanda, ayant été enfants soldats au Rwanda, ou victimes de la guerre au Rwanda, continuant à vivre au Rwanda, et où l'histoire et le rapport à leur histoire, et donc à leur identité, étaient constitués du Rwanda pour continuer au Rwanda. On n'est plus du tout dans ce phénomène-là. Je crois que l'expérience que l'on a des enfants victimes de la guerre ou des enfants soldats, on ne peut pas la transposer, parce que sinon on va être dans un cadre qui sera faux au départ, et il y a donc toutes les chances que tous les dispositifs qui vont s'engendrer seront eux-mêmes faux. Et donc on va aller vers des processus qui iront peut-être dans le sens contraire de ce qu'on a pu observer précédemment. On est obligé de repartir en acceptant l'idée qu'on est sur un terrain vierge, un terrain neutre, et quelque chose qu'on ne connaît pas. Et si on n'a pas cette mesure-là, eh ben, je crains qu'on mette en danger le traitement des enfants et la réalité de nos territoires. On devrait inventer les dispositifs pour avoir un traitement de ces mineurs-là dans un premier temps sur le territoire dans lequel soit ils sont passés, soit ils ont grandi. Sur le début, on est plus ou moins d'accord pour dire aujourd'hui qu'il n'y a pas un unique modèle ou une unique raison pour un jeune ou pour un adulte de se radicaliser. Ce dont on est certain, c'est que plus on est jeune, plus la vulnérabilité pour aller vers des mécanismes de radicalisation est importante. Ça peut être des raisons politiques, ça peut être des raisons identitaires, ça peut être des déstructurations identitaires, mais ça peut être des problématiques familiales. Le champ est assez vaste. Donc on connaît les processus de radicalisation. Après, les méthodes de radicalisation. Il y a des méthodes plus ou moins coercitives. On a de l'aspect, on va dire, de la violence psychique jusqu'à la violence physique. On ne peut pas les traiter de la même manière lorsque ça a été du 100% psychique, ou quand il y a eu du psychique et du physique. Je pense qu'on aura des réponses individualisées, surtout, et on aura des échecs. Ça doit être des équipes pluriprofessionnelles, et dans ces équipes-là, il doit y avoir les magistrats, il doit y avoir l'État, parce que la dimension humaine est tellement large que ça dépasse la question du traitement et de la sortie de radicalisation. C'est une question complexe parce que elle a c'est un tableau à double entrée. Si je prends 100 enfants qui ont 10 ans, je ne les mettrai pas au même endroit. Donc déjà, il y a à même âge, je peux pas avoir la même stratégie. Et puis ensuite, en fonction de l'âge, je peux pas avoir la même stratégie. C'est-à-dire que des problématiques d'un petit enfant ou d'un bébé ne se comparent pas directement avec une problématique adolescente. Globalement, généralement, nos dispositifs sont adaptés en fonction de l'âge d'évolution du mineur. Et je pense que, on va dire que l'échelle encore la plus... Je ne sais pas si elle est adaptée ou si c'est celle qui est prise en compte. C'est plutôt Piaget sur l'évolution de l'enfant, avec toutes les évolutions qu'il y a eu depuis Piaget quand même, mais et notamment par la neuroimagerie. Mais voilà, on a quand même des stades où on sait qu'un enfant, il peut être dans la conceptualisation de quelque chose et un âge où il ne l'est pas. La problématique de la radicalisation, c'est que ça s'appuie sur des concepts qui nous dépassent. D'abord parce qu'il y a un phénomène culturel, un phénomène cultuel et un phénomène politique. Normalement,
dans l'expérience qu'on a, en protection de l'enfance, on ne traite jamais le fait cultuel. On peut en tenir compte, mais souvent, il est ramené à un espace culturel. Le culte déformé, le culte radicalisé, le culte sectaire et le politique et les phénomènes politiques, généralement, ça n'existe pas dans le champ de la protection de l'enfant, ou rarissime en fait. Donc, c'est des choses qu'on apprend et qu'on teste. Je ne crois pas qu'il y ait de grandes théories, et il n'y a pas eu de grandes recherches sur ces questions-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les religions ou les cultes, et non pas les croyances, attention, les cultes et la pratique des cultes s'appuient entre les écrits et l'interprétation des écrits. Quand on est du côté des écrits, c'est pas simple à construire ou à déconstruire, mais c'est simple à être en relation avec. Quand c'est l'interprétation, or les mécanismes de radicalisation tels qu'on en a s'appuient soit sur de la surinterprétation avec une déformation politique, soit une interprétation tellement archaïque du texte qu'il en devient, au regard de la société dans laquelle on vit, complètement de l'ordre de l'irréel pour nous, parce que on n'a pas des points d'appui. Il faut connaître sur le bout des doigts les écrits qui correspondent à la méthode sectaire.